est arrivée l'heure de notre rendez-vous de ce soir, 21h heure GMT, 22h heure de Niamey et 16h heure de Washington. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end commence bien et que vous avez eu une très bonne semaine. Ce matin, j'ai évoqué quelque chose d'intéressant avec vous qui doit servir de rappel à chacun d'entre nous pour qu'on comprenne notre situation, pour qu'on sache d'où nous venons et vers où nous nous dirigeons et pour quelles raisons nous nous dirigeons vers cet endroit. C'est indispensable parce que beaucoup de gens tendent à nous divertir et tendent à essayer par différents manèges à nous amener à reculer dans notre lutte pour notre souveraineté, dans la lutte pour le retour de la paix dans nos pays. Ils indexent les problèmes sans jamais proposer de solution. Ils montrent ce qui ne va pas sans jamais nous montrer une quelconque alternative. Mais on ne peut pas résoudre ce qui ne va pas s'il n'y a pas d'alternative. Ils n'indexent jamais ce qui va. Ils ne félicitent jamais nos forces combattantes pour leur victoire. Et à la moindre perte, ce sont les premiers à crier partout. Ils exploitent toutes les failles. Ils essaient d'exploiter tout ce qu'il y a. Comme Newton Ahmed Barry l'a dit une fois, qu'ils sont rentrés par une fenêtre. Par une porte du moins, s'ils ont exploité les divergences internes pour s'asseoir au niveau du pays en parlant du terrorisme. C'est la même chose qu'ils font en termes de communication, en termes de lutte contre ces transitions qu'ils essayent de nous déchaîner, qu'ils essayent de briser les chaînes par lesquelles le colon nous a toujours maintenus attachés durant toutes ces années. J'ai un exemple palpable qui m'a touché et j'ai partagé un peu une introduction concernant ça. Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le grand Nigeria, qui a accordé une interview à Al Jazeera. Et dans cette interview, il dit clairement qu'il lui manque des moyens matériels, lui et ses hommes, pour pouvoir combattre les groupes terroristes au Nigeria. D'abord, automatiquement, quand j'ai entendu ça, j'ai souri. Parce que j'ai souri pas parce que c'est drôle, mais parce que ça peut paraître drôle. En ce sens que c'était les mêmes qui étaient préparés à attaquer le Niger pour réinstaller Bazoum, qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas de matériel. Quand j'ai lu l'intervention plus loin, il dit dans l'intervention que s'ils avaient réussi 1% du matériel que l'Ukraine a réussi, aujourd'hui le Nigeria serait un pays de paix. Ah, donc on se comprend maintenant. Parce que moi j'ai donné l'exemple de l'Ukraine à plusieurs reprises. J'ai dit par exemple la France se dit être notre partenaire. Elle gère notre franc CFA, notre monnaie, qui est le symbole de notre souveraineté. Parce que la France elle-même, quand elle avait été attaquée par l'Allemagne nazie, les États-Unis sont venus en renfort les aider. Quand la France a été libérée et que la paix est revenue, quand les États-Unis voulaient imprimer leur monnaie, les Français ont dit non. La monnaie, c'est le symbole de leur souveraineté. Ils ne vont pas accepter. Mais ce sont eux qui gèrent, nous, notre monnaie de nos indépendances jusqu'à nos jours. Presque un siècle maintenant. Hein? Quand les États-Unis voulaient installer une base militaire en France, qu'est-ce que les Français ont dit? Les Français ont dit non, vous ne pouvez pas avoir de base chez nous. L'Allemagne, que les Américains ont aidé à combattre pour pouvoir aider la France là. L'Allemagne a accepté que les Américains installent une base là-bas. Ça montre quoi? Ça montre la duperie, ça montre en fait le double standard. Ce que tu n'acceptes pas qu'on te fasse. Pourquoi tu veux coûte que coûte le faire aux autres? Tu as refusé une base militaire de tes libérateurs chez toi et tu veux installer des bases militaires dans tes ex-colonies que tu as frustrées, que tu as marginalisées, que tu as exploitées, que tu as dominées pendant des décennies. 400 ans d'esclavage et de domination. Mais ça suffit. On ne peut pas continuer dans cette lancée. Pire que ça, tu t'appropries leur monnaie jusqu'à ce que le trésor français rentre en possession de la moitié de leurs avoirs en lien avec les exportations, soi-disant pour garantir la convertibilité de leur monnaie. Mais c'est grave. Et tu viens jusqu'à duper les gens, à les amener à signer des protocoles allant dans le sens d'une non-double taxation. Tout en sachant qu'il n'y a pas d'entreprise burkinabé qui travaille en France. Mais il y a des entreprises françaises qui travaillent au Burkina. Donc du coup, les entreprises françaises qui travaillent au Burkina, qu'ils payent les taxes en France, ils ne peuvent pas payer les taxes au Burkina. Parce qu'il y a un accord de non-double taxation. Et dans ça, tu nous enlèves quelques miettes sous forme d'aide que tu donnes à des soi-disant politiciens pour défendre une soi-disant démocratie. Chose qu'ils prennent pour des soi-disant projets de développement
et qu'ils se partagent entre eux. Et on est resté dans ça depuis les indépendances jusqu'à nos jours. C'est pour cette raison que nous n'avons aucune autonomie. Nous ne pouvons rien créer, nous ne pouvons rien inventer, parce que nous avons toujours eu peur de prendre nos responsabilités. Nous avons toujours eu peur d'être des hommes libres. Donc quand un général nigérien, de surcroît, chef d'état-major de l'armée du Grand Nigeria, se permet de dire que avec leur argent, on refuse de leur vendre les armes, ça nous fait rire nous autres. Parce que c'est contre ça que les gens sont insurgés. C'est contre ça que les gens sont révoltés. C'est ce qui a fait que tous nos pays-là étaient en train de sombrer. Aujourd'hui, au Burkina Faso, par exemple, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais l'enjeu avec cette transition, c'est quoi? Elle arrive à trouver les armes et les moyens militaires. Nous-mêmes, on ne veut même pas savoir comment ils font. Parce qu'il y a des stratégies, quand on va les dévoiler, l'ennemi est toujours là. Ils vont essayer de boucher ce trou. Nous, on ne veut même pas savoir. Mais ils font ce travail de façon efficace. Voilà. Et parfois, les États-Unis se laissent prendre au piège des Français. Parce que généralement, les Américains, par principe, quand il y a quelque chose qui concerne une ex-colonie de la France, comme les Français, ce sont des manipulateurs qui font croire au monde entier qu'ils ont le contrôle absolu de tout ce qui se passe dans les ex-colonies françaises. Mais quand il y a quelque chose qui se passe là-bas, les Français se réfèrent à leur point de vue, les Américains se réfèrent à leur point de vue par rapport à cette question. Jusqu'au cas du Niger, par exemple. Si ce n'est pas parce que les Américains n'ont pas accepté suivre la France dans sa logique-là. Mais vous croyez que quoi? Le Niger allait être attaqué. Hein? Le Niger allait vraiment être attaqué. Jusqu'à la presse française avait commencé à pondre des insanités du genre, avec un tel ami, on n'a pas besoin d'ennemis, parlant des États-Unis et autres. Voilà, donc c'est pour vous dire que, comme je vous l'ai toujours dit, personne ne va avoir pitié de nous. Nous sommes dans un contexte de guerre. La guerre, c'est le sacrifice. Les gens ont parlé aujourd'hui des unités Goumi et autres, mais moi je ne vais pas m'exprimer sur ça. Pourquoi? Parce que d'abord, je sais que l'exécutif fait tout ce qui est possible pour que tout le monde puisse être en pleine possession de tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Et je sais que les hommes au front, personne n'a besoin de leur dire aussi ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce qu'il faut rappeler à tout un chacun, c'est quoi? N'ouvrez pas une fenêtre, n'ouvrez pas une porte pour laisser à des manipulateurs l'opportunité de s'engouffrer dans la brèche afin de pouvoir nous diviser davantage et nous désorienter. Parce que pour d'autres personnes, chaque opportunité, chaque dispute, chaque divergence est une opportunité de destruction de notre patrie, de notre patrimoine. Parce que ceux qui vont au fond là, ils ne vont pas au front pour défendre les populations seulement. Ils vont au front pour leur propre vie, pour la vie de leur famille, pour la vie de leur patrie, pour la vie de leur communauté. Parce que quand on t'envoie au front, dans la région de l'Est, ou dans la région du Sahel, dans la boucle du monde, mais on t'a envoyé pour aller, même si chez toi c'est à Ouagadougou, c'est pour aller contenir une menace. Parce que les terroristes, dans leur plan, tout est clair. Ils veulent nous envahir par tous les moyens. Ils veulent nous atteindre par tous les moyens. Ils veulent détruire tout ce que nous considérons comme acquis. Ils veulent nous asservir. Ils n'ont pas de limite. Ils veulent atteindre un peu toutes les localités du Burkina. Et aucune localité ne fera l'exception. Et personne n'aura l'opportunité de s'échapper à ça si nous ne prenons pas le devant. Et c'est dans la perspective de prendre le devant qu'on déploie des gens au niveau du front pour contenir cette menace. Donc quand les gens quittent leur famille à Ouagadougou pour aller se battre sur le terrain, ce n'est pas forcément pour les gens de la localité seulement, c'est pour vous-même aussi. Parce que si on ne contient pas la menace, elle va se propager, elle va finir par venir te trouver dans ta maison. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas devenir quoi? Donc, moi, je pense que ça, c'est une affaire purement militaire. Et les uns et les autres vont trouver les solutions qu'il y a. On va trouver qui est fautif, qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Et parce que je sais que le président est disposé à comment dirais-je, à entendre tout le monde, à entendre entendre toutes les opinions, à entendre toutes les visions, à discuter sans aucune exception avec les uns et les autres
afin de pouvoir comprendre la situation et de trouver la solution qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans une situation où les ennemis ne cherchent qu'à nous mettre à genoux davantage. C'est ceux qui ont accepté de jouer le jeu de la France tiennent debout. Il dit que le président français, c'est son ami. Ils sourient ensemble. Travaillent avec d'autres acteurs, tout. Ils se plaignent du fait qu'ils ne peuvent même pas avoir des armes. Et que nous, dans notre petit pays, ce sont eux qui qualifient notre pays de petit, mais nous savons que même si notre pays est petit en superficie, notre peuple est un grand peuple, riche d'histoire et riche en beaucoup d'autres choses. Et notre diversité est sans pareil. Donc, si notre petit pays, comme eux, ils aiment le dire, a la possibilité aujourd'hui d'avoir accès au marché, d'avoir accès à toutes sortes d'armes pour le bien de nos populations, de pouvoir mener, et afin que les gens et les autres puissent mener le combat pour la lutte pour notre survie, on ne peut que féliciter notre nation. Parce que ceux qui sont en train, quand vous lisez l'intervention du chef d'état-major des armées du Nigeria, quand vous lisez ça attentivement, automatiquement, quand vous réfléchissez, ça va vous faire comprendre quelque chose. Mais donc, ceux qui sont en train de vous dire qu'il faut faire tomber cette transition, et que la transition est sur la mauvaise voie, ils veulent nous ramener vers des gens qui refusent de nous vendre des armes, même avec notre propre argent, malgré qu'on est en train de tuer des gens sur nous. Et pendant ce temps, ces mêmes gens sont en train de donner des armes gratuitement à l'Ukraine pour que l'Ukraine défende ses concitoyens. Pourquoi? Il y a quelque part un racisme dedans. Les gens refusent de le comprendre, mais personne n'a pitié de nous. Ça a quelque part un lien avec la couleur de notre peau. Il y a un racisme pur et dur dedans. Personne n'accepte le dire. Et si vous voyez, de la Seconde Guerre mondiale à maintenant, on a créé l'OTAN, qui est quasiment constituée de pays de blancs. Au-delà de l'OTAN, il y a la Ligue arabe constituée quasiment d'arabes. Mais est-ce que vous avez vu une dynamique allant dans le sens de créer quelque chose entre États noirs? Ça n'existe pas. Au contraire, quand un État noir essaye de sortir de l'ombre, on utilise un État noir pour porter atteinte aux vies de ceux qui sont derrière cette dynamique-là. Mais on ne peut pas s'en sortir dans ça. On ne va jamais pouvoir s'en sortir dans ça. Pour pouvoir nous en sortir, il faut qu'on comprenne les enjeux. Voilà, parce que ce terrorisme que nous avons chez nous, c'est quelque chose qui nous a été importé. Ils l'ont fait par exprès. Ils refusent de nous vendre les armes. Et ceux qui refusent de nous vendre les armes, ce sont les mêmes qui donnent des armes aux terroristes. Donc, vous voyez, il faut qu'on soit vraiment fort, solide, pour pouvoir nous en sortir. Parce que si on essaie de nous divertir, de nous limiter seulement aux aspects superficiels de cette crise, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Pendant que les terroristes sont en train de tuer les nôtres, d'autres vont venir essayer de vous distraire en vous disant que vos leaders ont fait ci, ils ont fait ci, il y a une affaire d'argent ici, il y a une affaire de ci. Parfois des mensonges, sans aucun fondement. Juste pour vous diviser, nous faire oublier l'essentiel, nous faire oublier la nécessité pour nous de nous donner la main pour pouvoir avancer et nous en sortir. C'est pour ça qu'ils le font. Quand une localité est libérée, ces gens disent que c'est du mensonge. Ils n'en parlent pas. Mais quand une localité, par malheur, se lève pour manifester, pour dire qu'ils veulent plus de sécurité ou qu'ils ont faim, automatiquement, ces gens se lèvent et commencent à partager ce message partout. Dès que ces gens commencent à partager un message, il faut savoir que vous avez entrepris la mauvaise action. Parce qu'il n'y a pas de manifestation qui peut nous sauver en temps de guerre. Actuellement, nous sommes en train de lutter pour notre survie. Ce qui peut nous sauver, il faut qu'au niveau des différentes localités, chacun ait le courage de dénoncer les complices. Parce que s'il n'y a pas de complices à l'interne, s'il n'y a pas de complices dans nos foyers, dans nos villages, dans nos villes, comment est-ce que les terroristes peuvent pénétrer nos localités? C'est impossible. Au-delà de ça, il faut saluer le sacrifice et la bravoure de ceux qui partent se sacrifier pour nous. Et quand vous allez finir, il faut accepter aussi s'engager, donner sa poitrine pour qu'on puisse s'en sortir. Et il faut faire confiance à l'État central. Il faut faire confiance à l'exécutif parce que personne au Burkina Faso ne va s'asseoir volontairement avec des moyens pendant que des gens sont en train de mourir de faim ou bien pendant que des villages sont en train de tomber. Non! Parfois, ce sont des aspects militaires. Parfois, ça nécessite beaucoup de réflexion et beaucoup de planification.
Des choses qui vont au-delà de nous, notre compétence. Nous, on ne peut pas nous asseoir sur les réseaux sociaux ou dans nos villages et puis vouloir dire à l'armée comment elle doit fonctionner. Des gens qui acceptent d'aller donner leur poitrine pour la patrie, là, c'est un choix qu'ils ont fait. La preuve en est qu'ils ne sont pas les mieux payés de la fonction publique du Burkina. Au contraire, ils sont les plus mal payés. Quel avantage ça leur garantit? Absolument rien, à part la fierté d'avoir donné sa poitrine, d'avoir donné son sang pour la patrie. Les gens minimisent leur sacrifice. Les gens estiment que c'est un devoir pour eux d'aller mourir. Non! C'est un choix qu'ils ont fait et les lâches ne peuvent pas faire ce choix-là. Il faut respecter ces sacrifices. Il faut respecter leur engagement. Il faut respecter leur engagement. C'est plus qu'important. Parce que si nous ne respectons pas leur engagement, on va se retrouver dans une situation où... Bon, je ne souhaite même pas que ça arrive. Je ne vais même pas donner cet exemple-là. Bon, je vais me limiter à ça et je compte sur chacun d'entre vous pour partager le message. Parce que je connais Facebook. Ils vont faire disparaître le live et quand ça va revenir, on ne pourra plus partager. Et voilà, donc je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour partager le message. Portez-vous bien. Bonne soirée, bon début de week-end.